Moi, Ronald Reagan, jure solennellement aucun nouvel espoir. C'était la nouvelle officielle, mais peu réjouissante, du département d'État aujourd'hui concernant les 60 otages américains à Téhéran. Cependant, il y a eu aujourd'hui de nouvelles initiatives diplomatiques et un effort majeur pour mobiliser l'opinion mondiale en faveur des captifs. À la demande des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé la libération immédiate des otages. Mais il y a également eu aujourd'hui une démonstration massive de l'opinion publique iranienne. Bob Daig vous raconte cette histoire à Téhéran. une forêt de mains, un torrent d'injures. Pour le 6e jour d'affilée, des manifestants anti-américains se sont réunis devant l'ambassade. La foule d'aujourd'hui était la plus nombreuse et plus diversifiée que lors des précédents rassemblements cette semaine. Je suis le patron, je suis le patron. Je suis le patron. Il y avait des invalides et il y avait des enfants, y compris un petit garçon serrant une grande affiche. Les mots étaient cruels, mais il n'y avait pas de véritable violence, seulement des attaques symboliques. Encore une fois, le drapeau et au loin une effigie fumante du président Carter. Certains disent que la foule devant l'ambassade comptait 50 000 personnes. Un caméraman de la chaîne de télévision d'État iranienne a été autorisé cette semaine à entrer dans l'enceinte pour filmer ces scènes. La mission américaine avait alors été fouillée par les jeunes cherchant des preuves pour soutenir leur affirmation que l'ambassade était un centre d'espionnage impérialiste. Cet équipement est censé être un appareil d'espionnage sophistiqué. D'ici, il ressemble à une radio à ondes courtes coûteuses. Cette pièce a été décrite comme l'endroit où les Américains tramèrent des complots secrets contre l'ayatollah Khomeini. Une pièce transparente et insonorisée, à l'épreuve des micros, construite dans une autre pièce, avec un champ magnétique bloquant les écoutes. Cette grande pièce, accessible uniquement en combinaison, servait apparemment à conserver des documents sensibles et secrets. Certains ont été détruits par une déchiqueteuse, d'autres non. Ce film, diffusé dans tout le pays, ne nous donne aucune indication sur l'endroit où les otages sont détenus dans le complexe, ni sur la façon dont ils supportent leur épreuve. Un émissaire du Vatican est ce soir en Iran avec un message du pape Jean-Paul pour l'ayatollah Khomeini. On pense que le message est un appel à la clémence en faveur des otages, d'un homme saint à un autre. Bob Dyke, ABC News. Téhéran, ici Ted Carpel, au département d'État. Une frustration grandit face aux critiques affirmant qu'on aurait pu mieux protéger ces Américains à Téhéran. Bien que l'enceinte de l'ambassade ait été presque immédiatement envahie dimanche dernier, le personnel américain, agissant selon des plans d'urgence préparés, s'est barricadé. À l'intérieur du bâtiment de la chancellerie, qui avait été préalablement renforcé, des portes en acier ont scellé les escaliers à l'intérieur. Les documents les plus sensibles de la salle des codes de l'ambassade ont été détruits, mais d'autres, moins sensibles ailleurs dans le bâtiment, ne l'ont pas été. Mais le point clé, souligné par les hauts responsables américains, est qu'ils avaient informé le gouvernement iranien que le Shah allait venir aux États-Unis, et cela à 3 reprises. Ils avaient reçu l'assurance que la sécurité du personnel américain serait assurée par les forces de sécurité locales. On savait que ces forces se trouvaient à moins de 5 minutes de l'ambassade. Bien que les Américains soient restés dans la chancellerie près de 3 heures, aucune aide n'est jamais arrivée non plus. Du côté de l'islam, un président furieux, Sadat, attend des nouvelles sur son offre d'accueillir le Shah et ses médecins en Égypte, le tout en 2 ans. Le dirigeant égyptien n'a jamais été aussi publiquement agité ou furieux qu'il ne l'est face à la situation des otages iraniens. Aujourd'hui, je dis honte au monde et surtout à... Les dirigeants musulmans du monde entier, parce que ce qui est fait au nom de l'islam, exploiter l'islam, aurait dû être condamné par eux et doit être condamné par eux. Certains d'entre eux ne sont pas si loin du même sort. Sadat ne peut pas aider à résoudre le problème en modérant sa haine envers Khomeini, connu de tous. Je n'ai aucune relation avec Khomeini, comme vous le savez. Je n'ai aucune relation et je ne serais pas du tout heureux
de renouer cette relation. Avec un fou pareil comme cet homme. Sadat prédit que l'Iran tombera bientôt entre les mains des gauchistes, des communistes. Pour le moment, la seule recommandation de Sadat aux États-Unis est de ne pas céder. Doreen Case, ABC News. Au Caire, environ 1000 Iraniens ont défilé ici à Washington en soutien à l'ayatollah Khomeini. Ils étaient moins nombreux et souvent couverts par les cris de ceux venus les observer. Quelques œufs ont été lancés sur les manifestants iraniens, mais la police a réussi à empêcher toute violence majeure. Max. Et à Los Angeles, qui compte la plus grande population étudiante iranienne du pays, il y a eu aujourd'hui une autre manifestation qui a abouti à des violences. Royal Kennedy a plus de détails. À 9h ce matin, les manifestants pro-américains se rassemblaient sur Wilshire Boulevard à Beverly Hills. La police attendait également. Ils avaient averti les étudiants iraniens qu'ils seraient arrêtés s'ils tentaient de manifester. Lorsque le premier groupe d'environ 20 Iraniens est arrivé, la police les a entourés pour les protéger de la foule. Allez espoir, allez espoir, allez espoir. Ensuite, les Iraniens ont été arrêtés alors qu'ils étaient menottés et entassés dans des fourgons de police. La foule pro-américaine a brûlé un drapeau iranien. Presque immédiatement, un autre groupe d'Iraniens est réapparu. Leur vue a mis la foule en colère. Sortez! La police de Nanticoke a utilisé des chiens pour retenir la foule anti-iranienne et a commencé à arrêter le deuxième groupe. Tous ne se sont pas laissés faire pacifiquement. Vive l'Iran! Vive l'Iran! La foule a applaudi pendant que les Iraniens étaient emmenés. La foule comptait alors près d'1 millier de personnes. La police a arrêté des Américains qui ne bougeaient pas assez vite. Lorsque la police a évacué la zone, au moins 130 personnes, principalement des Iraniens selon la police, avaient été arrêtées pour leur propre protection. Royal Kennedy, ABC News, Los Angeles. Nous interrompons notre programme habituel pour vous présenter le rapport spécial suivant sur la crise en Iran. Bonsoir, je suis Tom Jarrell à New York. En Iran, la journée s'est écoulée sans la libération promise d'aucun otage américain. 3 d'entre eux ont témoigné devant les caméras, donnant un avis globalement favorable sur leurs 15 jours de détention. Il s'agit du sergent-chef des Marines Liddell Maples d'Earl, Arkansas, et du sergent-chef des Marines William Quarles de Washington, D.C. Et Catherine Gross, 22 ans de Cambridge Springs, Pennsylvanie, secrétaire à l'ambassade. Alors qu'ils étaient encore captifs, ils ont été amenés pour répondre aux questions. J'ai beaucoup appris de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu de leur part. Et je suis très attristé par certaines des choses qui se sont passées pendant le régime du Shah. On pense généralement que ces 3 personnes seront bientôt libérées, l'ayatollah Khomeini ayant ordonné la libération des femmes et des hommes noirs. Un leader étudiant iranien a annoncé que les 3 pouvaient partir, mais ce soir, ils restent dans l'ambassade, toujours contrôlés par les étudiants. Madame Laura Rieder, la mère du sergent Quarles, a appris tard aujourd'hui qu'il allait être libéré. Elle était ravie pour son fils, mais profondément préoccupée par les autres otages toujours détenus en Iran. Je vais continuer à prier pour qu'il n'arrive rien aux autres, parce que ce que dit Khomeini, c'est que tous ceux qui restent seront accusés de complot. Ils font simplement leur travail et on parle soudainement de complot quand on les prend. Et héberger quelqu'un d'autre. Son inquiétude vient des interviews données aujourd'hui par l'ayatollah Khomeini. Khomeini a déclaré à Peter Jennings d'ABC que les otages restants seraient jugés pour espionnage à moins que les États-Unis ne renvoient le Shah. Il a dit que la punition serait laissée à la Cour islamique et il n'a pas exclu la peine de mort. Bonsoir, en Iran ce soir, une série de développements dramatiques ont eu lieu tout au long de la journée et le plus dramatique est survenu ce soir. Lorsque 3 des Américains qui étaient retenus en otage à l'ambassade des États-Unis ont été libérés, on nous dit qu'ils sont en route vers l'aéroport et vers leur liberté. Toute la journée, nous avons attendu la libération des Américains, en lien avec la promesse faite hier par l'ayatollah Khomeini que tous les hommes et femmes noirs à l'ambassade des États-Unis seraient libérés. 2 semaines après la prise d'otages, un seul homme peut ordonner leur libération. Cet après-midi, à Qom, nous avons rencontré l'ayatollah Khomeini. Allez-vous libérer les otages? Quand?
Allez-vous libérer les otages? Allez-vous libérer les otages? Et quand allez-vous les libérer? Est-ce ce que c'est? Des réglementations internationales indiquent que les espions sont remplacés par les diplomates au nom des diplomates, au nom de Cardor et du reste du Conseil. Ce n'est pas le cas. Les diplomates, dans n'importe quel pays, sont censés faire le travail diplomatique, pas commettre des crimes d'espionnage. Si. S'ils font cela, c'est un acte d'espionnage. Et il est temps de satisfaire un gouvernement. Et alors, à ce moment-là, vous n'êtes plus un diplomate. Et c'est ce que notre peuple a fait. Haig a mis en place un certain nombre d'espions et ils devraient, selon nos lois, être jugés et réduits au silence. L'ayatollah a affirmé que tant que les otages restent d'où ils sont protégés par l'islam. Il n'avait aucun intérêt à rencontrer le président Carter et il a réaffirmé que les otages qui n'étaient pas des employés normaux de l'ambassade, ceux soupçonnés d'espionnage, seront jugés. Et encore une fois, ce soir en Iran, un développement dramatique de dernière minute. Les 3 premiers otages américains auraient été libérés, au téléphone. Avec moi à Téhéran se trouve Jerry King d'ABC. Et Jerry, je me demande si tu peux nous donner des informations supplémentaires sur l'identité de ces otages et sur l'endroit où ils se trouvent actuellement. La libération a eu lieu il y a seulement quelques minutes, et il ne s'agit que de ces 3 Américains qui avaient été exhibés devant une conférence de presse quelques heures plus tôt. Une secrétaire de l'ambassade, Cathy Gross, âgée de 22 ans, et 2 sergents noirs du corps des Marines, Liddell Naple et William Quarles, tous 2 âgés de 23 ans. Ils ont traversé les grilles de l'ambassade dans un Trailblazer américain, suivi de 2 voitures américaines. Ils devaient être conduits à l'aéroport de Marabad pour un vol vers l'Europe. Leur libération aujourd'hui met fin à plus de 2 semaines de captivité à l'ambassade. D'autres libérations sont attendues plus tard dans la journée. Il n'y a toujours aucune information précise sur le nombre. Mais l'Agence nationale de presse iranienne, qui entretient de bonnes relations avec les étudiants qui détiennent les otages à l'ambassade, a cité les étudiants en déclarant « Jusqu'à 10 autres pourraient être libérés dans les prochaines 24 heures, mais pour l'instant, il reste encore 59 otages. » L'ayatollah Khomeini et les étudiants ont déclaré que certains d'entre eux pourraient être libérés. Mais ceux qu'ils considèrent comme des espions seront détenus ici et jugés. Ce procès, bien sûr, est celui qu'ils préféreraient avoir pour le Shah d'Iran. Ici, Jerry King, ABC News à Téhéran. Voici notre reportage du soir. ABC News proposera chaque soir des reportages spéciaux sur l'Iran tant que la situation restera critique. Nous poursuivrons naturellement notre couverture étendue. Demain matin, dans Good Morning America, je suis Tom Jarrell pour toute l'équipe d'ABC News. Bonne nuit. Au 17e jour. De la part de l'homme qui dirige les Iraniens, un nouveau message de mépris envers les États-Unis et leurs dirigeants. Carter essaie de nous effrayer sur le plan économique. Mon ami soviétique, il n'a pas le courage militaire de nous attaquer. La victoire appartiendra au peuple qui est assis sur des vagues de pétrole. Et en réponse, un message des États-Unis et de son dirigeant. La force n'est plus exclue. Maintenant, lors de la 31e nuit de captivité, quelque part au-delà de ces lumières, 50 otages américains. Seuls quelques-uns comme ceux-ci, si étrangers pour nous et pour leurs captifs, savent où se trouvent les otages et comment ils vont. L'Iran et la politique intérieure ont été liés aujourd'hui. Le président Carter a officialisé sa candidature et annoncé qu'il ne ferait pas campagne pour l'instant, préférant rester à la Maison-Blanche pour suivre la crise. Lors d'une intervention télévisée payante ce soir dans sa campagne, M. Carter a évoqué l'Iran. Pas depuis Pearl Harbor, il y a environ 40 ans, n'avons-nous ressenti un tel élan national de détermination et d'objectifs communs. Le correspondant à la Maison-Blanche, Sam Donaldson, a plus d'informations. Cela devait être le coup d'envoi de la campagne de réélection du président Carter. Un dîner à Washington à $500 l'assiette ce soir. Mais le président n'y a pas assisté. Désormais, c'est l'Iran avant la politique, comme ils l'ont affirmé. La première dame l'a clairement indiqué ce soir. Des citoyens américains sont retenus captifs en Iran. Nous ne cesserons pas nos efforts tant que chaque Américain ne sera pas libre.
Plus tôt dans la salle est de la Maison-Blanche, le président avait fait son annonce. Je déclare officiellement que je suis candidat à la réélection en tant que président des États-Unis d'Amérique. Même en officialisant, il aurait préféré reporter son annonce vu la gravité du moment. Et dans un message publicitaire diffusé ce soir à la télévision, le thème a été répété « L'Iran avant la politique ». Mes déplacements de campagne doivent être temporairement reportés. Je dois rester ici, près de la Maison-Blanche, en raison de la situation en Iran. Le fait primordial est que 50 de nos compatriotes américains ont été injustement plongés dans l'agonie et le danger. Et j'ai une responsabilité personnelle de les sortir de ce danger aussi rapidement que possible. Le message du président a été bien accueilli, du moins dans cette salle, où certains de ses plus anciens amis et soutiens s'étaient réunis près de sa ville natale en Amérique, Géorgie, Iran auparavant. Politique. C'est la bonne décision pour l'homme qui gère cette crise. Mais l'Iran, c'est de la politique. Et tout le monde à la Maison-Blanche le sait. Car la réussite ou l'échec du président dans la gestion de cette crise aura presque certainement une influence majeure sur sa réussite ou son échec en tant que candidat à la réélection. Jour 39, 2 centres de diplomatie, l'ambassade d'Iran à Washington, protégée par le gouvernement américain. Mais maintenant, la plupart de leurs diplomates ont reçu l'ordre de partir. Barbara Walters a visité aujourd'hui une maison où règne à la fois l'anxiété et le courage. Barbara. Madame Mourad Kennedy, épouse d'un diplomate depuis 20 ans, n'a pas accompagné son mari lorsqu'il est parti pour l'Iran fin septembre. Ce n'était censé être qu'une mission temporaire de 3 mois comme conseiller économique principal. Cela signifiait que M. Kennedy allait fêter son 49e anniversaire loin de sa famille, mais Mme Kennedy avait prévu de lui téléphoner à la place. Comme il s'est avéré, c'est ce jour-là qu'il a été pris en otage. Madame Kennedy, avez-vous eu des nouvelles de votre mari d'une quelconque manière? Pas un mot, pas un mot. Comment comprenez-vous les conditions de détention de votre mari? L'administration vous a-t-elle suffisamment informé à ce sujet? Il n'y a eu aucune communication avec notre gouvernement ou avec qui que ce soit d'autre, à part lors des entretiens personnels avec les otages. Il y a une autre crise ce soir en Asie centrale, une crise impliquant directement l'Union soviétique et ses forces armées. Le président afghan a été renversé aujourd'hui lors d'un coup d'État soviétique, puis jugé et exécuté sur le champ. Le département d'État affirme que des troupes russes ont combattu à Kaboul, aidant le nouveau régime à prendre le pouvoir. Reportage sur les événements en Afghanistan et leur impact sur la crise en Iran, présenté par notre correspondant diplomatique Barry Dunsmore. Tout ce qui se passe en Afghanistan attire forcément l'attention de l'Iran, qui n'est pas seulement un voisin, mais partage une frontière avec les soviétiques et connaît des problèmes ethniques et religieux similaires. Des événements majeurs se sont déroulés ces derniers jours en Afghanistan. D'abord, une invasion russe virtuelle aujourd'hui, un coup d'État appuyé par les soviétiques. Au cours des 2 derniers jours, environ 200 avions de transport soviétiques ont acheminé jusqu'à 5000 soldats russes à Kaboul. Aujourd'hui, ces troupes ont combattu dans le centre de Kaboul et aidé à prendre la station de radio qui a annoncé l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Le président renversé, Hafizullah Amin, a été remplacé par les Russes parce qu'il n'a pas réussi à réprimer une rébellion anti-soviétique. Il a été exécuté ce soir par les nouvelles autorités. Son remplaçant est Babrak Karmel, un dirigeant du Parti communiste afghan qui vivait en Europe de l'Est. L'Afghanistan est en état de guerre civile depuis de nombreux mois, les soviétiques aidant à réprimer une rébellion disparate de fondamentalistes musulmans qui s'opposent à la domination communiste depuis Kaboul. Moscou est particulièrement sensible au renouveau islamique en raison des importantes minorités musulmanes en Union soviétique. Et il est évident qu'ils ont décidé que, quoi qu'il en coûte, c'était une bataille que l'Union soviétique ne perdrait pas. Il y avait là un avertissement sérieux pour l'Iran. En 1941, les soviétiques ont estimé qu'il était dans leur intérêt d'envahir l'Iran et l'ont fait. L'incident d'aujourd'hui en Afghanistan est une preuve solide que, si cela servait leurs intérêts, les soviétiques sont tout à fait capables et n'auraient aucun scrupule à envahir à nouveau l'Iran. Barry Dunsmore, ABC News, le département d'État. Au 87e jour de captivité. Pour les otages américains en Iran, il y a eu un développement spectaculaire concernant d'autres Américains en Iran, qui seraient ni probablement aussi des otages, aujourd'hui. Grâce à la chance et à la coopération du Canada, les 6 Américains, tous fonctionnaires, n'ont pas été capturés lors de l'assaut de l'ambassade des États-Unis le 4 novembre.
Finalement, ils ont cherché et obtenu refuge à l'ambassade du Canada et sont restés cachés là-bas jusqu'à tout récemment, lorsque, avec l'aide des Canadiens et de faux passeports canadiens, ils ont réussi à quitter l'Iran. Nous avons un rapport complet sur la façon dont tout cela s'est passé et la première réaction à la nouvelle en Iran. D'abord, voici le correspondant diplomatique Ted Koppel au département d'État. Lors de l'assaut contre l'ambassade américaine le 4 novembre, les 6 Américains ont aussitôt cherché à se cacher. Certains étaient déjà dans l'enceinte lors de l'envahissement. Ils sont sortis discrètement par une porte arrière. Parmi les 6, il y avait 2 couples mariés, Mark et Coralie Jack, Joseph et Kathleen Stafford, tous fonctionnaires consulaires, un autre fonctionnaire consulaire, Robert Anders, et l'agronome Antashi Henry Lichatz. Au début, les 6 ont trouvé refuge dans plusieurs endroits différents, notamment dans 2 ambassades d'Europe de l'Ouest. Cependant, en quelques jours, ils se sont tous rendus à l'ambassade du Canada. Pendant leur séjour à l'ambassade du Canada, il n'y a eu aucun contact direct entre eux et le gouvernement américain. La figure centrale à ce moment-là était l'ambassadeur du Canada en Iran, Kenneth Taylor. Il était en contact avec son gouvernement à Ottawa, qui était en contact avec Washington. Décision prise de réduire le personnel de l'ambassade du Canada et d'évacuer secrètement les diplomates américains. Faisant partie de ce personnel, nous avions progressivement réduit le personnel, cherchant l'occasion où nous pourrions à la fois faire sortir les Américains qui séjournaient dans notre ambassade et les quelques membres restants du personnel diplomatique. Cette occasion s'est présentée pendant le week-end. La distraction, les élections présidentielles iraniennes, la préoccupation du peuple iranien pour les élections. Et par la suite, cela a semblé, pour nos responsables sur place, être le meilleur moment possible pour agir. Les Américains ont quitté l'Iran munis de passeports canadiens et accompagnés de diplomates canadiens à bord de vols commerciaux réguliers. Ils devraient arriver ici, aux États-Unis, à un moment donné aujourd'hui. Le gouvernement américain reste particulièrement discret sur toute l'opération, la crainte persistante étant de savoir ce qui va se passer maintenant. Aux 53 citoyens américains restants en Iran, ainsi qu'aux diplomates occidentaux qui sont restés sur place. Maintenant, pour un reportage sur l'accueil à Washington aujourd'hui des 6 Américains qui ont échappé à l'Iran, voici notre correspondant diplomatique Barry Dunsmore. Les 6 Américains et leurs familles sont arrivés en bus à l'entrée diplomatique Parch du département d'État. Bien que ce lieu soit appelé Foggy Bottom par certains et le club des pantalons rayés par d'autres, c'est le foyer de ces personnes. Et ils ont reçu un accueil réservé aux héros de la famille. Cependant, l'homme qui a reçu la plus grande ovation dans un endroit où les acclamations sont habituellement mal vues était Gilles Mathieu, chef par intérim de l'ambassade du Canada à Washington. Les 6 se sont ensuite rendus à l'auditorium Dean Acheson du département pour ce qu'on a appelé une apparition devant la presse par respect pour la sécurité des otages. En Iran, il a été décidé qu'ils ne répondraient pas aux questions. À la place, leur membre le plus âgé, l'officier consulaire Robert Anders, a lu une déclaration commune expliquant comment ils avaient évité d'être capturés et à quoi ressemblait la vie en tant qu'évadés. Nous passions la majeure partie de nos journées à suivre l'actualité mondiale. Nous n'avions de contact avec Washington que pour informer via les Canadiens que nous étions sains et saufs. Nous lisions avidement les journaux et écoutions les émissions de radio étrangères. Aussi, au cours de ces 3 mois, nous avons joué au Scrabble à tel point que certains d'entre nous pouvaient identifier la lettre sur le devant rien qu'en reconnaissant la forme du grain au dos de la tuile. D'après les journaux et les radios auxquels nous avions accès, nous savions que les Américains étaient unis dans leur exigence que les otages soient libérés à une date précise. Bien sûr, un autre arrêt incontournable était la Maison-Blanche, où, dans le bureau ovale, le président Carter leur a rendu un vibrant hommage. Ces 6 Américains courageux ont dit qu'ils connaissaient le peuple de notre pays, qu'ils l'aimaient, mais qu'ils ne savaient pas à quel point avant de revenir ici. Jour 142. Et maintenant, ce que le secrétaire général de l'ONU, Waldheim, considère comme un facteur de complication dans la résolution de la crise des otages. Malgré l'opposition des États-Unis et l'indignation iranienne, le Shah déchu d'Iran se prépare à une opération chirurgicale en Égypte. Sa fuite soudaine du Panama, au grand soulagement des Panaméens, a rendu encore plus difficile de prévoir une issue à cette crise. En effet, il y a déjà eu une nouvelle menace de juger les otages.
Nous avons plusieurs reportages ce soir. Tout d'abord, voici Doreen Case au Caire. L'ancien Shah est de retour là où il avait commencé il y a 14 mois, après avoir fui l'Iran, de retour en Égypte. Et l'étreinte chaleureuse de son vieil ami, certains disent son seul ami, le président Anwar Sadat. Semblant frêle et hagard à côté d'un Sadat robuste, l'ancien Shah semblait néanmoins heureux. En entrant à l'hôpital, il a découvert qu'il n'était plus sans abri. Nous aurons tout le temps après l'opération pour vous parler, mesdames et messieurs. Oui. L'ensemble du deuxième étage, composé de 15 chambres d'un hôpital militaire de banlieue Mahdi, considéré comme le meilleur d'Égypte, a été réservé à l'ex-Shah. Des sources ont indiqué à ABC News que l'équipe médicale se compose de 10 médecins égyptiens et de 5 médecins américains, qui seraient déjà arrivés au Caire. Les médecins ici disent que leurs premiers examens aujourd'hui sont rassurants, que l'ancien Shah n'est peut-être pas aussi gravement malade que ne l'indiquent les rapports publics. Le patient présente un risque élevé pour la sécurité. La police militaire, les gardes présidentiels, la police en uniforme et en civil, et même les hommes de la sécurité d'élite du président Sadat surveillent les fauteurs de troubles potentiels. Même en Égypte, l'ancien Shah n'est pas un visiteur populaire, encore moins un résident. Mais le président Sadat affirme qu'il ne peut pas et ne veut pas abandonner un ami dans le besoin. Maintenant, plus d'un an plus tard, cet ami peut trouver un certain réconfort dans la vue paisible depuis sa suite d'hôpital au Caire. D'autres n'ont pas cette chance. Ce soir, les responsables égyptiens gardent le silence sur les éventuelles répercussions de l'arrivée du Shah, sur l'avenir de la délicate relation entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que sur le sort des 50 diplomates américains toujours retenus en otage à Téhéran. Doreen Case, ABC News Le Caire. Chaque matin, après avoir envoyé ses 2 garçons à l'école, Dottie Moorfield écrit à son mari. Richard, le consul général à l'ambassade américaine en Iran, est maintenant otage. Elle ne sait même pas si la lettre arrivera. La dernière lettre qu'elle a reçue de lui date de février. Il affirmait aller bien sans en dire plus. Elle lui ressemble beaucoup, mais ensuite je me mets en colère. Je veux dire, vous savez, je suis très en colère qu'il soit retenu. Et dans l'une d'elles, où il dit qu'on a le droit d'écrire tous les 3 jours, vous savez, on réagit avec colère envers les gens qui le retiennent à l'école. Stephen Moorfield, 15 ans, dit qu'il pense à son père tout le temps. Parfois, il dit qu'il n'arrive tout simplement pas à passer la journée à l'école et qu'il doit rentrer chez lui. Son frère Kenneth, qui a 14 ans, dit que cette expérience a été émotionnellement éprouvante. Je me sens frustrée, vous savez. J'essaie de contrôler mes émotions et d'éviter de m'emballer. Parce que vous savez, à chaque fois, c'est comme des montagnes russes. On monte, puis on redescend. Les garçons Moorfield semblent plus mûrs que leur âge, et cela inquiète leur mère. Je pense qu'ils doivent faire face et gérer plus de choses qu'ils ne devraient à leur début d'adolescence. Et j'espère que cela ne leur fera pas de mal, que cela ne laissera pas de traces chez Scott. Les Moorfield regardent plus de journaux télévisés que jamais. Ils observent, écoutent, toujours dans l'espoir. Mais c'est à la fin de la journée, dit Dottie Moorfield, que l'espoir est le plus difficile à trouver. Quand il faut affronter les peurs, les incertitudes et les inquiétudes que j'ai réussi à mettre de côté toute la journée, elles reviennent toutes et refont surface, et tout paraît si sombre la nuit. Ken Kachawara, ABC News, San Diego. En ce 149e jour de captivité pour les otages américains en Iran, il y a de bonnes raisons de croire que demain, le 150e jour, pourrait apporter un développement majeur dans la crise des otages. Malgré des désaccords sur le contenu précis des messages échangés entre Washington et Téhéran, on sait que les 2 gouvernements sont en communication. Et après une réunion du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche cet après-midi, le porte-parole du président a fait cette annonce. Il y a des informations selon lesquelles le Conseil révolutionnaire a abordé la question du transfert du contrôle des otages au gouvernement iranien. Et il y a des informations selon lesquelles le président Boni Sader doit faire une déclaration demain. Le président Carter fera une déclaration appropriée au peuple américain en temps voulu demain. Ici Bettina. Gregory Powell a fait son annonce après que le président a réuni ses principaux conseillers à la Maison-Blanche pour une réunion du Conseil de sécurité nationale. Prononçant un discours majeur devant le Conseil des métiers du bâtiment de l'AFL-CIO,
Les dirigeants du Congrès ont ensuite été consultés, puis ont fait une déclaration. Le président attendra un jour de plus des signes. Le gouvernement iranien contrôle les otages, sans plus. Il faut préciser que le fait de ne pas libérer les otages entraînera un coût de plus en plus lourd pour l'Iran et pour ses intérêts. 156 jours après que des militants iraniens ont pris d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran, les États-Unis ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Iran. Dans une brève déclaration à la Maison-Blanche cet après-midi, le président Carter a annoncé cette décision, a officialisé les sanctions économiques contre l'Iran et a ordonné que les avoirs iraniens gelés dans ce pays, estimés entre 2 et 8 milliards de dollars, soient rendus accessibles aux réclamations des entreprises et citoyens américains. M. Carter a annulé tous les visas délivrés aux Iraniens pour une future entrée aux États-Unis. Et dans ce qui pourrait être l'impact le plus visible et immédiat, le président a ordonné l'expulsion des diplomates iraniens de ce pays sous 24 heures. Désolé, le bureau est fermé. Je veux que vous sachiez que je suis désolé. Vous regardez, des agents du FBI et des marshals américains bouclent le consulat iranien à New York, interdisant l'entrée à toute personne qui n'est pas diplomate. La même chose s'est produite au consulat d'Iran à Chicago, où, quelques instants après l'arrivée des responsables fédéraux, des dizaines d'étudiants iraniens sont partis. On ne sait pas pourquoi. À San Francisco, des agents fédéraux sont intervenus peu après l'annonce de la rupture diplomatique par le président Carter. Avec le consulat fermé au public, ce diplomate iranien distribuait des passeports dans le couloir aux étudiants iraniens qui n'étaient pas autorisés à entrer dans le bureau. À Houston, des diplomates iraniens ont apporté de la nourriture au consulat, prêts à veiller toute la nuit pour gérer les affaires consulaires. Le FBI n'a pas placé tous en état d'arrestation. Non, ils nous suivront à Détroit pour découvrir où nous sommes. Ont-ils confisqué l'un de vos documents? Ont-ils pris quelque chose dans votre bureau ou ailleurs? Non. À l'ambassade d'Iran à Washington, l'officier du département d'État, Brian McIntosh, a remis la notification officielle de l'ordre du président Carter, selon lequel tous les diplomates iraniens doivent quitter les États-Unis avant minuit demain soir. Jusqu'à cette date, ils peuvent faire leur bagage et travailler, mais ne doivent pas s'éloigner de plus de 3 km de leur consulat ou ambassade. Ce soir, des agents de la police fédérale gardent les barricades et contrôlent les laissez-passer devant l'ambassade. James Walker, ABC News. La plupart des diplomates iraniens en poste ici à Washington devraient partir demain soir sur un vol à destination de Londres via New York. Les autorités américaines doivent maintenant refouler les Iraniens voulant entrer dans le pays. Et en fait, ce soir, un citoyen iranien muni d'un visa valide, arrivé à l'aéroport de San Francisco, a été mis dans un autre avion et renvoyé hors du pays. Le président Carter a manifestement été réticent à s'éloigner de sa politique de retenue pour résoudre cette crise. Le correspondant de la Maison-Blanche, Sam Donaldson, rapporte ce qui a conduit à cette nouvelle phase. La crise, plus que son côté dramatique, semblait peser sur le président à son retour de Camp David ce matin. Il est temps pour les chars, Internet. Nous allons maintenant nous réunir dans quelques minutes pour décider. Mais la question de savoir quoi faire n'était vraiment plus ouverte. Une répression était inévitable dès qu'il semblait en être autrement. Récemment, il y a eu quelques signes positifs, même si l'expérience nous a appris à nous méfier d'un optimisme excessif. Des signes positifs en février, suffisamment pour que le président retarde une action ferme contre l'Iran. Une commission spéciale, non parrainée, devait intégrer un accord pour libérer les otages, mais selon l'administration, il avait disparu. L'effort a échoué. Un autre espoir. Le président iranien Boni Soter et des modérés prendraient le contrôle des otages et les libéreraient, mais il n'a pas tenu sa promesse. L'ayatollah Khomeini a dit non. Cet effort a échoué. Pendant ce temps, les opposants politiques du président ont dénoncé l'échec de sa politique face à la crise. L'opinion publique a évolué. Tous s'accordaient à dire que M. Carter ne gérait plus la situation en Iran. Aujourd'hui, lorsqu'il est arrivé dans la salle de presse de la Maison-Blanche pour son annonce, le président a dû abandonner son ton conciliant et reprendre la pression. Peu de gens pensent que les mesures d'aujourd'hui suffiront à libérer immédiatement les otages. Mais l'essentiel réside justement dans ce point. M. Carter s'est de nouveau engagé à agir et a promis que si les otages ne sont pas libérés rapidement, il prendra des mesures encore plus fermes. La dynamique de cette crise et l'opinion politique américaine feront presque certainement en sorte qu'il tienne parole, même si cela signifie recourir à la force militaire. Bonsoir.
Les diplomates iraniens et leurs familles ont quitté les États-Unis ce soir depuis différents endroits à travers le pays. La fin de tous les liens diplomatiques officiels entre ce pays et le gouvernement iranien. Le plus grand groupe, comprenant Changer d'affaires Ali Agha, a embarqué ce soir à l'aéroport Dulles de Washington. Charles Gibson rapporte sur les dernières heures des diplomates aux États-Unis. L'ambassade d'Iran est bouclée depuis hier. Avec la police, les services secrets et les caméras, la rue semblait un plateau de tournage. Ce soir, 2 bus ont transporté quelques Iraniens de l'ambassade à l'aéroport, mais seulement certains. La plupart partaient comme tout le monde. Ismail Jamshad, le premier secrétaire de l'ambassade, a fait ses adieux aux voisins. Certains diplomates iraniens exprimaient aujourd'hui leur joie de partir. Jamshad a exprimé une certaine tristesse. Les Iraniens et les Américains peuvent et devraient encore bien s'entendre, a-t-il dit. Sur le plan personnel, les Iraniens et les Américains n'ont rien les uns contre les autres. Je sais que le peuple iranien aime le peuple américain et que le peuple américain aime le peuple iranien. Mais c'est la politique du gouvernement. Cela n'a rien à voir avec le peuple du pays. Ali Agha est le plus haut responsable iranien à partir. Les étudiants iraniens qui resteront dans ce pays l'ont salué à l'aéroport, avec certains des mêmes slogans que les otages à Téhéran entendent depuis des jours. Ne leur donnez pas ce dont ils ont besoin, ne leur donnez pas ce dont ils ont besoin. Le chargé d'affaires a dit qu'il s'était senti comme un otage dans son ambassade pendant les 156 derniers jours et qu'il était heureux de rentrer chez lui. Une paix fragile régnait à l'aéroport. Des Iraniens affichaient des pancartes anti-américaines, des Américains agitaient des drapeaux. Les échanges furent verbaux seulement. La foule était dense, avec de nombreux bagages. Les Iraniens avaient de réserver 57 sièges, et malgré les efforts de la compagnie et du gouvernement pour accélérer le départ, l'avion a décollé avec 45 minutes de retard. Ali Agha, avant de partir, a dit à un de ses partisans, « Un jour, les Américains comprendront, mais du moins ce soir à l'aéroport, rien ne laissait vraiment penser qu'ils comprenaient. » Charles Gibson, ABC News, Washington. Je précise rapidement que c'est l'heure habituelle de Good Morning America. Cependant, comme les téléspectateurs l'ont déjà constaté ce matin, un nouveau développement surprenant a eu lieu. Lors de la crise des otages en Iran, la tentative américaine de sauver les otages à Téhéran par une opération militaire a, comme vous l'avez souvent entendu, été abandonnée. 8 militaires américains ont perdu la vie durant l'opération. Des responsables administratifs ont donné les premières informations après minuit et nous attendons désormais l'allocution du président Carter. Au cours de la nuit, il n'y a pas eu d'autres déclarations de la Maison-Blanche en dehors de celles que nous venons de vous lire. Passons donc maintenant au président des États-Unis. Tard hier, j'ai annulé une opération soigneusement planifiée qui était en cours en Iran pour positionner notre équipe de secours en vue d'un retrait ultérieur des otages américains qui y sont détenus depuis le 4 novembre. Une défaillance de l'équipement dans les hélicoptères de secours a rendu nécessaire la fin de la mission. C'était ma décision de tenter l'opération de sauvetage. C'était ma décision de l'annuler. Lorsque des problèmes sont survenus lors du déploiement de notre équipe de secours pour une future opération de sauvetage, la responsabilité m'incombe entièrement. À la suite de cette tentative, nous continuons de tenir le gouvernement iranien pour responsable de la sécurité et de la libération rapide des otages américains détenus depuis si longtemps. Les États-Unis restent déterminés à assurer leur libération en toute sécurité dans les plus brefs délais. Si cela avait fonctionné, ce soir notre pays célébrerait un triomphe et ressentirait un grand soulagement. Mais cela n'a pas marché. Il y a donc une nouvelle tragédie et une anxiété renouvelée. 8 vies ont été perdues lors d'une tentative audacieuse mais infructueuse de sauver les otages à Téhéran. Ils sont toujours en captivité, enfermés derrière ces grilles de fer tristement familières mais apparemment toujours indemnes. Concernant la suite, la vraie question est c'est la réaction de l'Iran, pas celle de Washington. Y a-t-il eu des nouvelles de Téhéran aujourd'hui ? Des déclarations à la fois rassurantes et menaçantes. Et maintenant, à la fin de cette journée éprouvante aux États-Unis, c'est le samedi matin à Téhéran. Je vais maintenant rejoindre notre correspondant sur place, Bob Dyke. Bob, l'ayatollah Khomeini a déclaré aujourd'hui que si nous tentons une nouvelle opération de sauvetage, il pourrait ne pas être en mesure de contrôler les preneurs d'otages. Est-ce vraiment la menace que cela semble être ? Je le pense, Franck, bien sûr.
Les militants à l'intérieur du complexe ont menacé de tuer les otages si les États-Unis entreprenaient une action militaire pour les sauver, et cette menace a été exprimée pour la première fois en novembre dernier lorsqu'ils ont pris le contrôle du complexe. Eh bien, les États-Unis ont tenté une opération militaire pour sauver les otages et les militants n'ont pris aucune mesure contre eux. Apparemment, l'ayatollah Khomeini a réussi à convaincre les militants d'agir avec retenue cette fois-ci. Mais il dit qu'il n'est pas sûr de pouvoir continuer à contrôler les militants si les États-Unis font une nouvelle tentative. Le correspondant du Pentagone, John McWetty, a ce compte-rendu heure par heure de ce qui s'est passé. Il était presque le crépuscule. À bord du porte-avions Nimitz, 8 hélicoptères Sikorsky RH-53 décollaient du pont d'envol. Des C-130 décollèrent d'Égypte, tandis qu'un poste de commandement électronique survolait le golfe Persique. Les avions de transport longeaient la péninsule arabique et devaient retrouver les hélicoptères à Desert 1, une piste d'atterrissage abandonnée près de la ville de Tabas, à 200 miles de Téhéran. Mais les obstacles étaient énormes, surtout pour les hélicoptères. Ils devaient parcourir 500 miles depuis le Nimitz, quitter le porte-hélicoptère en plein jour, puis survoler l'Iran de nuit. Cela a créé encore plus de problèmes, surtout une fois au sol. La stratégie consistait à utiliser Desert 1 comme point de ravitaillement, un endroit pour reposer le matériel et les hommes. De là, ils devaient parcourir les 200 prochains miles jusqu'à Téhéran, mais une incroyable série de malchances avait déjà commencé. 8 hélicoptères sont partis du Nimitz. L'un a dû atterrir suite à un problème moteur. L'équipage a été récupéré par un autre appareil. Un deuxième hélicoptère s'est perdu dans une tempête de sable et a été forcé de retourner au Nimitz. 6 sont arrivés à la zone de rassemblement. Désert 1 île, était minuit. Tout était calme. 3 minutes après l'arrivée des 6 transports et 6 hélicoptères, un bus avec 50 Iraniens a traversé la piste d'atterrissage abandonnée. Ils ont été encerclés par les soldats du groupe Delta et capturés. Pendant que tout cela se passait, l'équipe, qui comptait maintenant environ 70 aviateurs et 90 commandos, découvrit qu'un autre hélicoptère était tombé en panne, ce qui les ramenait à 5 hélicoptères. Le président Carter, à l'autre bout du monde, décida que la mission ne pouvait plus être menée en toute sécurité et elle fut annulée. Pourtant, d'autres véhicules apparurent sur la route du désert. Encore un camion-citerne, les soldats se sont précipités dessus, les conducteurs ont pris la fuite, il y a eu des coups de feu, le camion a explosé, la tension montait, les flammes rugissaient dans l'air nocturne. Les hélicoptères étaient rapidement ravitaillés en carburant à partir des réservoirs des C-130. Un hélicoptère a commencé à décoller. Il était maintenant 3 heures du matin. Il a dévié dans l'obscurité, a percuté l'un des transports. L'hélicoptère et le transport ont tous deux explosé en flammes. 8 hommes ont été tués, 4 ont été blessés. D'autres flammes ont rugi dans la nuit. La décision a été prise de se retirer en hâte, de laisser tous les hélicoptères et les 8 corps sur place. Les blessés et tous les autres sont montés dans les C-130 et sont partis dans la nuit. Ils ont laissé derrière eux l'équipement, les corps, ainsi que les cartes, graphiques et schémas de leur mission. Et nous sommes remplis de tristesse pour les 8 hommes qui ont donné leur vie en essayant de sauver leurs compatriotes américains. Les commandos Delta avaient répété chaque phase de la mission une douzaine de fois. Tout était bien préparé. Comment le sauvetage final devait-il être effectué? Monsieur? J'ai dit que je ne parlerai d'aucun élément de l'opération en dehors de ceux qui ont réellement été menés. Si les hélicoptères n'étaient pas tombés en panne, ils auraient pu atterrir dans l'ambassade, sur un terrain de football voisin ou en périphérie de la ville. Spéculation. Certaines sources pensent que les États-Unis avaient déjà une petite armée à Téhéran, composée d'agents américains et d'Iraniens sympathisants. Cette 5e colonne aurait pu se fondre dans la foule, infiltrer l'ambassade, fournir aux commandos du groupe Delta des véhicules iraniens à leur arrivée. Après la prise de l'ambassade, ils auraient pu susciter une émeute à l'extérieur comme diversion. Des gaz incapacitants, une spécialité de ce type de commando, auraient pu paralyser des quartiers entiers en quelques minutes. Ensuite, en quittant Téhéran, il devait y avoir un autre rendez-vous isolé dans le désert avec les C-130. Cela devait s'appeler Désert 2, un dernier plein de carburant, avant que les otages et les commandos ne s'envolent d'Iran vers la liberté. Mais cette partie de la mission n'a jamais eu lieu. Nous sommes déçus que la mission ait échoué, nous sommes attristés par la perte de nos 8 compatriotes américains, mais que personne ne doute de notre détermination et que personne ne se méprenne sur la signification de ces événements. Nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas obtenu la libération des otages. Bonsoir.
Le Shah déchu d'Iran, ancien souverain du trône du Paon, est mort aujourd'hui au Caire à 60 ans, un homme sans patrie, dont la fin fut marquée par douleur et controverse. Pris dans la révolution islamique qui l'a renversé et dans la crise des otages américains qui a suivi. Les détails de la mort du Shah par Doreen Case. La mort est survenue un mois après que le monarque iranien déchu ait été réadmis à l'hôpital militaire Mardi, près du Caire. Cause du décès, un choc du système circulatoire, provoqué par une détérioration générale de sa santé. À son chevet se trouvait l'ancienne impératrice, ses 4 enfants, des proches et des médecins français et égyptiens. Aucun détail médical officiel n'a été communiqué. Selon une source médicale de haut niveau, l'ancien Shah a lutté 7 ans contre le cancer et est décédé après une hémorragie soudaine qui l'a plongé dans le coma. Ses derniers mots auraient été « S'il vous plaît, mettez-vous d'accord sur quelque chose pour me sauver ». Le président Sadat, qui est revenu au Caire depuis sa résidence d'été à Alexandrie, a réconforté la famille en disant « Ils sont ma famille maintenant ». Un Sadat accablé de chagrin n'a exprimé aucun regret, seulement des éloges pour celui qu'il appelait l'ami de l'Égypte. Les adieux sont prévus pour mardi, et comme demandé, l'ancien Shah sera enterré à la mosquée El Rafaï du Caire, où son père a également été enterré autrefois. Mais malgré sa demande pour des funérailles simples, le président Sadat affirme que le monarque déchu aura droit à des funérailles nationales. Avec, je cite, tous les honneurs et le respect qui lui sont dus. Doreen Kay, ABC News, Le Caire. Le gouvernement iranien n'a montré ni honneur ni respect pour le Shah défunt, a déclaré une émission officielle à la radio. Le vampire du siècle est enfin mort. Bien que les terroristes détenant des Américains depuis 267 jours n'aient pas commenté, des sources officielles iraniennes affirment que la mort du Shah ne changera rien à la crise des otages. Bonsoir, nous y voilà, jour 299. En Iran, le soleil s'est levé et c'est le 300e jour de captivité pour 52 otages américains. Rien ne semble devoir changer aujourd'hui, sauf ce décompte. Jour 318 de la crise en Iran. Et le Parlement iranien a finalement abordé la question des otages américains, mais il a rapidement voté pour confier l'affaire à une commission spéciale d'examen. En fait, un autre retard, c'est le jour 325 pour les otages américains en Iran, et le président du Parlement iranien affirme que l'invasion irakienne fait partie d'un complot américain et qu'elle influencera le destin des otages. Le département d'État a demandé aujourd'hui à l'Iran de ne pas lier la guerre à la question des otages. Le président Carter a affirmé espérer et s'attendre à l'absence de tout lien, selon la radio de Téhéran aujourd'hui. Les otages ont de nouveau été déplacés par leurs ravisseurs et le Parlement iranien a déclaré un gel du débat sur la question des otages. Pendant toute la durée de la guerre, Cela continue. Couverture de la nuit électorale d'ABC News. Le rapport sur les 80 votes à nouveau depuis le siège d'ABC News à New York. Frank Reynolds et Ted Koppel. Eh bien, nous pensions tous que la nuit allait être longue, et elle le sera peut-être, mais nous pensions que la nuit allait être longue, en ce qui concerne la prise de décision finale. Car c'était toutes les informations avant l'élection. Mais il s'est avéré qu'en fait, presque dès le tout début, même avant la fermeture des bureaux de vote dans les premiers États cet après-midi, sur la base de nos sondages de sortie, Pologne, nous avions une assez bonne idée que le gouverneur Reagan allait réellement gagner cette élection. Les résultats nationaux arrivent maintenant à un rythme assez soutenu, avec près d'un quart des votes déjà comptabilisés. Nous voyons le gouverneur Reagan avec 51%, le président Carter avec 43% et le député John Anderson avec 5%. Il n'y a vraiment pas tant de différence que ça. Moins de 2 millions de voix au suffrage populaire, mais l'écart majeur est dans le vote du collège électoral, car Reagan gagne État après État. Le président arrive maintenant dans la salle de bal de l'hôtel Washington, où les démocrates avaient prévu de célébrer leur grande fête de la victoire ce soir. Ted, en voici une très importante, même si elle n'est plus nécessaire à ce stade. New York va pour Ronald Reagan, New York, avec 41 grands électeurs. Voilà, c'est fait. Cela le fait passer au-dessus. Il est le président élu, selon la projection d'ABC News. Et voici Bob Strauss. Messieurs, non seulement le président, mais le splendide président de ces États-Unis. Je vous l'ai promis il y a 4 ans.
que je ne vous mentirai jamais. Je ne peux pas rester ici ce soir et prétendre que ça ne fait pas mal. Le peuple des États-Unis a fait son choix. Et bien sûr, j'accepte cette décision, mais je dois admettre, pas avec le même enthousiasme, que j'avais accepté la décision il y a 4 ans. Je pourrais dire... J'ai une profonde appréciation pour le système, cependant, qui permet aux gens de faire librement le choix de qui les dirigera pour les 4 prochaines années. Il y a environ 1 heure, j'ai appelé le gouverneur Reagan en Californie et je lui ai dit que je le félicitais pour une belle victoire. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui au cours des prochaines semaines. Nous aurons une très bonne période de transition. Je lui ai dit que je voulais la meilleure de l'histoire, puis je lui ai envoyé ce télégramme et je vais vous le lire. Il est maintenant évident que le peuple américain vous a choisi comme prochain président. Je vous félicite et je vous assure de tout notre soutien et de notre coopération pour assurer une transition ordonnée du gouvernement dans les semaines à venir. Je vous adresse, à vous et à votre famille, mes meilleurs vœux pour vos nouvelles responsabilités. J'ai signé Jimmy Carter. Jour 373 pour les otages en Iran. Une équipe américaine menée par le secrétaire d'État adjoint Warren Christopher est arrivée en Algérie avec la réponse américaine aux conditions iraniennes pour libérer les otages. Un porte-parole américain espère que la réponse des États-Unis amorcera les négociations. Pierre Selinger d'ABC rapporte que l'Iran a également envoyé une équipe diplomatique en Algérie, mais que des contacts directs sont peu probables. Enfin, c'est le 395e jour pour les otages américains à Alger. Aujourd'hui, le sous-secrétaire d'État Warren Christopher a transmis aux intermédiaires algériens la position actualisée des États-Unis sur les conditions de l'Iran pour leur libération. Elle n'a pas été publiée, mais elle contiendrait des propositions pour que l'Iran et les États-Unis s'accordent sur des conditions pour libérer les otages. Maintenant, et laisser les détails à un arbitrage international ultérieur. Pendant quelques jours seulement ce mois-ci, il y a eu l'illusion que l'Iran et les États-Unis faisaient des progrès. Une fois de plus, nous nous sommes permis de spéculer sur la possibilité que les otages puissent rentrer chez eux à temps pour Noël. Une fois de plus, il semble maintenant que nous avions tort. Le gouvernement américain indique très clairement qu'il ne peut pas et ne paiera pas de rançon. Le gouvernement iranien parle à nouveau ouvertement de juger au moins certains des otages. Tout cela semble douloureusement familier. Mais comme le rapporte le correspondant diplomatique Barry Dunsmore, il y a une différence. L'administration Carter a, à toute fin pratique, jeté l'éponge. Il y aura un autre message envoyé à Téhéran, même s'il pourrait s'écouler 1 semaine ou 2 avant qu'il ne soit transmis. Mais les responsables américains disent qu'il ne s'agira que d'une répétition des messages précédents, qui ont tenté d'expliquer les limites du pouvoir présidentiel, des messages qui ont été totalement ignorés. Face aux dernières exigences iraniennes, les responsables de l'administration Carter ne prennent aucun plaisir à refiler cette patate chaude à l'équipe de Reagan. Il n'y a aucun sujet qui ait autant accaparé l'administration Carter. Et il n'y a rien que l'administration Carter souhaiterait plus que d'accueillir les otages chez eux avant le 20 janvier, mais ni le président Carter ni son successeur ne pouvaient ou ne voulaient satisfaire à la rançon en espèces que les Iraniens exigent maintenant. Et donc il semble que nous soyons revenus à la case départ. Hier, depuis Téhéran, les images de 16 otages sans son, juste des images. Aujourd'hui, depuis Téhéran, les mêmes 16 à nouveau, plus 10 autres, soit la moitié du nombre d'otages. Cette fois, leurs images et leurs paroles. Nous avons la foi et nous l'avons depuis plus de 400 jours. Je m'attends vraiment à rentrer chez moi. Quand, je ne sais pas. Enfin, j'aimerais souhaiter de bonnes fêtes à tous ces Américains qui nous ont tant soutenus pendant cette épreuve. Ce que nous avons eu ces 48 dernières heures est un piètre substitut à cette image de 50 hommes et 2 femmes rentrant chez eux. Mais maintenant, dans une nouvelle phase de la guerre psychologique que les ravisseurs mènent contre ce pays, ils nous ont permis de voir les otages, pas tous encore, seulement 26 sur les 52. Il est censé y avoir une autre transmission demain. Maintenant, nous savons que vous avez probablement vu certains des messages des otages aujourd'hui, mais c'est bouleversant de tous les entendre.
Ils s'adressent à leurs proches, mais il ne fait aucun doute qu'ils s'adressent aussi à nous tous. Écoutez-les. J'aimerais envoyer un message à ma femme, Rita Odie, qui vit à Sun City West, en Arizona. Je veux lui dire à quel point elle me manque, surtout en cette période de Noël, que je l'aime énormément. J'aimerais adresser mon message à la personne la plus chère de ma vie, ma femme Anita, ainsi qu'à mon fils Marc et sa femme Joanne, à mon fils David et sa femme Debbie, et à mes 2 petits-enfants, John, Thomas, et à mon petit-fils que je n'ai pas encore vu, Michael, mais j'espère les voir bientôt. Joyeux Noël à vous tous. Et à ma mère, chère maman. Je me sens bien et j'ai perdu une lumière pour laquelle je suis reconnaissante. Anne et moi restons occupés chaque jour. Nous lisons et étudions fidèlement et je vous aime tous très fort. J'ai hâte d'être avec vous, j'espère, dès que possible. Joyeux Noël. Eh bien, il y a une éloquence dans les mots simples de désir et d'amour que nous avons entendus de la part des otages au cours des dernières 48 heures. Mais il y a aussi une éloquence encore plus grande dans les chansons qu'ils ont chantées. Et en cette nuit après Noël, je pense que les chants de Noël qui incarnent vraiment l'esprit de cette saison dans ce pays sont venus de Téhéran. Merci de nous avoir suivis. Pour soutenir la création de contenus historiques, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.